Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo brief sur le S&P 500. En ce fin mai, lundi 22, donc début de semaine, on va faire un petit tour sur les marchés actions, donc sur le S&P. On va regarder un petit peu aussi le dollar parce qu'il y a un petit peu de mouvement et on va aussi regarder les métriques au niveau du marché de l'emploi et de l'inflation US. Alors, au niveau du Fahrenheit, on est au niveau grid. Donc, on a cassé la résistance annuelle au niveau du S&P. Enfin, on est rentré au niveau de la résistance annuelle au niveau du S&P. Au niveau du Nasdaq, on la break. Le Dow Jones, lui, il est un petit peu plus faible. Mais du coup, ça nous a ramené directement dans le grid. Bien sûr, on a du coup toujours l'attente du FOMC le 14. Donc, on a encore 2 semaines voire 3 semaines où ça devrait rester assez flat. Mais bon, il y a aussi le paradigme des négociations pour le rehaussement de la limite de la dette. Donc voilà, ça pourrait faire bouger les marchés. Alors au niveau des news de cette semaine. Alors aujourd'hui, on a quasiment rien. Un petit peu au niveau de la BCE, quelques discours, mais bon, rien de fou. Alors demain, on aura donc le PMI de market qui pourrait être intéressant à surveiller. On aura après ça le procès-verbal du FOMC. Donc procès-verbal du FOMC, c'est pas du tout un FOMC, hein, c'est juste voilà Powell qui va discuter avec le Congrès américain sur du coup les décisions prises lors du dernier FOMC. Mais bon, ça risque de faire bouger les marchés. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes qui vont essayer d'interpréter chaque mot, chaque ton, chaque nuance dans les phrases qu'il va utiliser pour essayer de comprendre si oui ou non on va continuer d'augmenter les taux ou ça y est, c'est bien la fin. Donc, pourrait y avoir un petit peu de volatilité au niveau de mercredi. Sinon, les chiffres qui seront vraiment intéressants à surveiller, ça va être en mai, donc on aura le PIB trimestriel des US avec allocation initiale de chômage, donc toujours cette métrique à surveiller. Et après, vente à domicile en attente qui serait aussi intéressante. Mais surtout, on aura le commande de marchandises durables et le PCE, qui eux sont des chiffres qui sont vraiment surveillés par la Fed. Donc voilà, les annonces intéressantes arriveront plutôt en fin de semaine. On aura peut-être un petit peu de volatilité mercredi. Et nous, au niveau de l'investissement, au niveau des chiffres qui pourraient nous intéresser, on pourrait surveiller le PMI de market qui arrive demain. Au niveau des résultats des entreprises, cette semaine, pas grand-chose. En soi, les grosses entreprises ont déjà donné leurs résultats. On aura quand même Nvidia. Donc Nvidia mercredi, Nvidia qui a vraiment pump ces derniers temps, dû au paradigme d'intelligence artificielle, etc. Donc à surveiller. Si les résultats sont bons, ça pourrait confirmer la hausse. Sinon, il pourrait y avoir un petit retracement. Mais bon, vu les résultats des autres entreprises tech, il n'y a pas de raison qu'ils soient mauvais. Alors, au niveau de l'inflation. Alors là, c'est toujours chute, chute complètement, complètement brutale, quoi. Donc l'inflation ne fait que baisser, que baisser, que baisser. Ça commence même à devenir assez dangereux. Il faudrait faire attention si on descendrait quand même en dessous des 2%. Là, ça pourrait être dangereux. Et là, on pourrait du coup avoir peut-être un retour de quantitative easing et de liquidité de la Fed pour renflouer tout ça, parce que du coup, là, une chute aussi brutale avec le petit rebond qu'on a connu, vous voyez, voilà, on a eu un rebond donc en avril qui est passé de 4 à 4,50 à peu près. Là, pour le coup, on a une chute qui nous fait passer donc de 4 à 3 en l'espace de voilà même pas un mois. Donc ça montre vraiment que l'économie américaine a vraiment vaincu son inflation, du moins pour le moment. Et après, on peut le voir aussi au niveau du WTI, ça aide beaucoup, hein. Quand vous avez un pétrole à ce prix-là, c'est sûr que ça aide beaucoup pour combattre l'inflation. Inflation qui, pour le coup, n'existe quasiment plus pour le moment sur les US. Alors, au niveau du marché de l'emploi, on peut voir qu'on avait eu un pic au niveau de mai. Donc au niveau de voilà début mai, on a eu un pic de demande pour le chômage.
Donc on est passé, on était dans un range entre 245 000 et 230 000. On a eu un pic à 265 000, 264. Donc plus de 20 000 personnes qui ont demandé du chômage. Mais bon, on a eu un ravalement directement le ravalement directement de cette demande. Donc voilà, on est quand même sur un marché assez fragile au niveau de l'emploi. On voit qu'on peut vraiment avoir des pics comme ça de milliers de personnes qui vont faire la demande de chômage. Mais quand même, ça reste assez maîtrisé. Il faudrait faire attention qu'on ne commence pas à casser le niveau des 265. Ça pourrait montrer que vraiment on est sur une tendance haussière et que le chômage pourrait s'installer aux US. Voilà, donc pour rappel, si les taux d'intérêt sont à 5%, que vous avez un chômage qui ne fait que monter et que vous n'avez pas d'inflation du tout, ça peut mener à une déflation. Or, le pire pour une économie, ce n'est pas l'inflation, c'est vraiment la déflation. Déflation, c'est un cercle vicieux qui vous amène à du coup moins de pouvoir d'achat, donc moins de consommation, donc moins de production, donc moins de salaire, donc plus de personnes au chômage, plus de personnes au chômage, donc moins de pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui peut vous ramener dans la crise des années 30 qui était du coup une déflation. Mais bon, en tout cas pour l'instant, ça reste assez maîtrisé, malgré le pic qu'on a eu qui a été directement ravalé. Au niveau de l'inflation, bon voilà, on peut quand même dire que c'est une bonne nouvelle, le fait qu'on en ait quasiment plus, malgré qu'on voit quand même qu'au niveau de l'avenir, ça pourrait être dangereux. Mais pour l'instant, inflation à 3%, ce qui est très bien. Le marché de l'emploi qui reste assez résilient malgré quelques sursauts. Et au niveau du dollar, alors la semaine dernière, j'avais expliqué que on avait donc le niveau technique des 103.400 qu'il ne fallait pas break et commencer à faire des patterns d'accumulation dessus qui montreraient du coup une volonté d'aller plus haut. Alors pour le coup, on la break, mais ce qui est intéressant, c'est que premièrement, on a fait des equal high au-dessus. Equal high veut dire que on a eu donc une résistance juste au-dessus et on a directement réintégré pour passer sous donc le dernier plus bas qu'on avait fait. Ce qui est intéressant, on pourrait avoir un petit rebond si je vais par exemple en H4, on pourrait avoir un rebond du dollar au moins pour revenir donc sur ces zones, fermer les order blocks, les ordres négatifs pardon, et continuer du coup notre mouvement baissier. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe. Pour l'instant, voilà, on continue à accumuler. On a fermé tout le gap qu'on avait ici. Ici aussi, on a eu un gap qui a été fermé. Là, il nous en reste un seul ici. Mais bon, je pense que si on reviendrait dans cette zone-là, ce serait pour faire des continuations haussières. En tout cas, bon, bah, les indices ont bien réagi, malgré le fait qu'on ait eu des nouveaux plus hauts sur le dollar. Ce qui est assez étrange, je vous avoue. Normalement, donc c'est ce que je regardais. C'était quand la dernière fois qu'ils avaient été donc corrélés et non pas inversement corrélés. Et on voit que ça n'a jamais été le cas, hein. Donc on peut voir que voilà, à chaque fois que vous aviez une baisse du dollar, vous aviez une hausse des indices, donc du S&P. Et généralement, donc ce type de corrélation sur les indices et le dollar, ça montre vraiment qu'on a un changement de paradigme au niveau des liquidités internationales. Et ça, on peut l'observer aussi au niveau des bonds US à 10 ans. Donc augmentation, ça y est, on a break le range, le petit range qu'on avait fait donc depuis le 14 mars, on l'a break par le haut. Donc on a break par le haut le range malgré que on ait une hausse sur le dollar. Donc qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique que on a une défiance vis-à-vis de la dette US américaine. Donc actuellement, les obligations d'État à 10 ans sont au-dessus de l'inflation, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une demande sur le dollar, mais on n'a pas de demande au niveau des bonds, au niveau des obligations d'État. Donc, j'avais vu aussi que certains économistes, certains analystes voyaient qu'il y avait un problème de liquidité au niveau des obligations d'État américaines. Donc, on observe que vraiment, au niveau des marchés, il y a une demande réduite sur les obligations d'État américaines. Donc, les gens ne veulent plus de la dette américaine, du moins beaucoup moins qu'avant. Donc, ça reste à observer, ça aussi. Ça pourrait faire un retour de la liquidité de la Fed pour du coup racheter les obligations d'État. Parce que pour le coup, quand vous avez un État qui est endetté à 31 000 milliards,
si les marchés internationaux ne veulent plus de la dette américaine, il faudra bien que quelqu'un l'achète. Mais bon, du coup, on a break le canal par le haut, on a même break le plus haut qu'on avait fait au niveau des rendements des 3,71. Au niveau des bonds, ça nous a fait du coup une chute, voilà, chute du coup, taux de rendement et bonds inversement corrélés. Donc les bonds, vous les payez 100 000 dollars quand vous contractez, quand vous prêtez votre liquidité au gouvernement américain, vous récupérez un bon de 100 000 dollars. On avait cru que voilà, ces grosses chutes qu'on avait eues dernièrement étaient terminées, mais bon, on voit bien que ce n'est plus le cas. Normalement, vous avez la Fed qui s'occupe du coup de faire en sorte de racheter pour ne pas qu'il y ait une grosse volatilité dessus. Mais bon, avec les paradigmes qu'il y a actuellement, elle essaye du coup de limiter la liquidité qu'elle investit sur les marchés. Donc pas de rachat, pas de rachat. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on a eu une hausse sur le dollar. Donc il y a eu des capitaux qui sont arrivés sur les dollars, sur le dollar, pardon, mais il y a des capitaux qui ont quitté les obligations d'État. Donc voilà, on a eu une chute jusqu'à 97%, ce qui fait que vous avez 3% de perte latente sur votre obligation. Donc ça rappelle de très mauvais souvenirs aux gérants de fonds avec la volatilité qu'on a eue dernièrement voilà, sur les obligations d'État. Donc à surveiller. Je pense qu'on va réintégrer le range. Pardon. Si on ne réintégrerait pas le range, ça signifierait que les gens ne veulent plus, les fonds, les capitaux ne veulent plus de la dette américaine, du moins beaucoup moins qu'avant. Donc ça pourrait ramener les obligations d'État à 10 ans au niveau des 4%, ce qui pourrait là être intéressant peut-être pour les marchés d'investir dessus. Mais ce qui serait du coup une bonne chose au niveau du dollar. Pourquoi? Parce que du coup, si les capitaux quittent les bonds, ça veut dire qu'ils s'investissent dans les actions. Et ce qui explique peut-être la hausse au niveau des actions qu'on a, malgré qu'on ait une hausse au niveau du dollar. Au niveau du coup des liquidités de la Fed, donc on en parlait. Au niveau des liquidités de la Fed, pas de mouvement. On continue du coup de réintégrer ce canal baissier long terme qu'on avait quitté. Voilà, donc peut-être simple rebond technique. Donc là actuellement, on est toujours en haut du canal. Peut-être qu'on va rebondir au niveau des 6 milliards pour repasser au-dessus et pour que la Fed réinvestisse un petit peu de capitaux dans les marchés. Ça suivrait du coup les maîtrises qu'on a au niveau de l'inflation qui est donc complètement vaincue et qu'on a aussi un marché de l'emploi qui est assez volatile et des bonds avec des taux de rendement qui font qu'il y a toujours une grosse volatilité au niveau des marchés des obligations. Et ce qui était intéressant de regarder aussi, c'est l'overnight repo. On avait donc cette fameuse baisse sur l'overnight repo. On était passé d'à peu près 2375 milliards à 2000 milliards, 2200 milliards. Et on a remis un petit coup, voilà, donc il y a à nouveau quelques milliards qui sont arrivés dans les comptes de la Fed. Je pense que donc ça rejoint le paradigme de voilà le plafond de la dette va-t-il être augmenté ou non, on ne sait pas encore. L'échéance serait du coup au 1er juin et ça pourrait du coup faire beaucoup de volatilité sur les marchés. Mais le souci c'est que juste après, donc 2 semaines après, on aurait le fameux FOMC de juin. Donc là-dessus, je pense que ce gros saut au niveau des taux de rendement des obligations d'État et le rebond du dollar qui ne se corrèle inversement pas du tout au niveau du S&P montre aux institutionnels que voilà, le marché est encore trop incertain pour réinvestir ces capitaux-là dans les marchés. Donc pour l'instant, on les laisse sur l'overnight reverse repo, là où ils sont en sécurité. Donc, on a fait un tour au niveau des bonds, au niveau du dollar. Maintenant, on va regarder au niveau des graphiques. Alors, comme j'avais expliqué, on est sur la fameuse résistance annuelle du S&P qu'on a réussi à break. Donc on a break ce niveau-là qu'on a vu, donc on l'avait touché une fois, 2 fois, 3 fois, donc c'était vraiment le niveau des 4200 qui faisait résistance. On la break, on est passé juste au-dessus, on a réintégré directement, à voir maintenant, donc on n'a pas une grosse réintégration qui nous aura fait revenir au niveau des 4140, là où on a un peu de gap. On est revenu, on a un petit peu manipulé. Là, le prix
Le prix commence à rechercher un peu de liquidité, donc soit partir à la baisse pour continuation haussière, soit peut-être revenir sur cet order block là des 4100. Après, je vous avoue qu'une grosse volatilité au niveau des marchés actions, pour moi, serait donc assez peu probable vu les paradigmes dans lesquels on est et vu dans l'attente proche des grosses annonces économiques qui peuvent arriver. Premièrement, donc en juin, début juin, donc le 1er juin, échéance du plafond de la dette, et 14 juin, FOMC. Au niveau du Nasdaq, lui pour le coup, il n'a pas du tout attendu le, le FOMC, le plafond de la dette. Non, lui, il est parti to the moon, bro. Il a complètement cassé donc la résistance. Il a cassé le plus haut, donc le plus haut qu'il avait fait en août 2022. Donc le gros rebond qu'il avait fait. Il a cassé les plus hauts annuels et il a cassé sa fameuse résistance annuelle pour repasser au niveau des 13 900. 13 900, donc prix psychologique dans lequel il a rebondi. Je pense qu'il pourrait retracer, surtout si on a donc continuation de hausse du dollar ou du moins de range au niveau des 103, 104. Il pourrait y avoir du coup au moins une petite correction de la grosse hausse qu'on a connue fin de semaine dernière. Peut-être retour au niveau donc des 13 500, voilà, pour retourner au niveau de la résistance, qui deviendrait peut-être support à voir. Pour l'instant, comme expliqué, pour moi, cette grosse hausse qu'on a eue, c'est en fait, si vous voulez, une probable sous-évaluation du Nasdaq par rapport au S&P, au Dow Jones et aux autres indices. Pourquoi? Parce que lors de l'année 2022, vous avez eu une chute de tous les indices, mais les indices n'ont pas chuté de la même manière. Alors, si je vais en journalier, je pense que ça se verrait mieux. Voilà. Donc ici, vous avez le Nasdaq et en jaune, vous avez le S&P. Donc on peut voir que le S&P a fait une chute à son bottom, donc au plus bas, de 30%, 28%, alors que le Nasdaq, lui, a fait une chute de 40%. Donc vous avez une chute beaucoup plus importante sur le Nasdaq que sur le S&P, ce qui pourrait expliquer le rebond qu'on a eu et le retour au niveau de la valeur du Nasdaq qui rejoint au final les niveaux de prix dans lesquels est bloqué le S&P. Donc surperformance du Nasdaq, peut-être pas, peut-être que tout simplement il avait été survendu par rapport aux autres indices et que pour le coup là il est revenu aux zones de valeur dans lequel il était. Ce qui corrèle totalement au fait que on avait eu un paradigme de voilà, difficulté d'accès au crédit, les valeurs technologiques vont certainement sous-performer. Oui, mais le problème, c'est que l'économie américaine, ça va bientôt faire 20 ans qu'elle est, allez, 15 ans, qu'elle est du coup propulsée par les valeurs technologiques. Valeurs technologiques qui, pour beaucoup, n'ont plus besoin de crédit, qui ont un cash flow qui est régulé, pardon, un cash flow qui est régulier et qui surtout ont du price power. C'est-à-dire que Apple, Microsoft, Amazon peuvent augmenter leurs marges avec l'inflation plus que d'autres activités. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que Apple a des marges énormes sur ses iPhones. Donc le fait qu'elle puisse continuer à augmenter ses prix fait que vous avez donc les capitaux qui se réfugient dans ces entreprises qui assurent de la croissance. Pour rappel, en stagflation, les capitaux se concentrent là où on s'assure d'avoir une performance supérieure à l'inflation. Donc, je ne vais pas investir dans des valeurs technologiques qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore de bénéfices et qui n'ont pas vraiment de produits encore à mettre sur les marchés. Mais dans le Nasdaq 100, pour rappel, il n'y a que 100 entreprises. 100 entreprises technologiques qui ont drivé l'économie américaine depuis 15 ans, qui pour beaucoup peuvent lever des capitaux et qui surtout pour beaucoup peuvent assurer donc de surperformer l'inflation au niveau des rendements, chose que très peu d'entreprises peuvent faire dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc voilà, le Nasdaq a été un petit peu plus bullish sur la hausse qu'on a connue depuis octobre pardon, 2022, mais il a également été beaucoup plus vendu que les autres indices. Donc
pour moi, on n'a pas vraiment de surachat du Nasdaq, en tout cas pas au niveau long terme. Haute time frame. Mais au niveau du S&P, comme pour rappel, j'ai toujours ma zone au niveau des 4010, 4015 à aller rechercher pour fermer le gros gap qu'on a ici et venir retrouver les ordres en négatif, donc l'order block qu'on a là. Peut-être qu'on ira le chercher, peut-être pas. Je pense que si on aurait une grosse chute avant le FOMC, ce serait du coup pour venir chercher donc cet order block ici au 4100 à peu près et fermer le gap qu'on aurait juste au-dessus en bien sûr fermant tous les gaps qu'on a laissés. Donc on en a un ici, on a celui-là et celui-là qu'on vient de fermer. Donc peut-être le paradigme du plafond de la dette permettrait de retourner sur ces zones de prix là. Mais bon, plus on s'approche du FOMC, plus je me dis que cette zone là, si on y arrive, ce serait vraiment bien, mais peu de probabilité. Peu de probabilité, mais bon, en tout cas cette semaine, écoutez, on aura peut-être un petit peu de volatilité au niveau des chiffres qui pourraient nous permettre de retracer la petite hausse qu'on a eue là et peut-être attendre un rebond au niveau des 4150. Au mieux, ce serait un rebond au niveau des 4100 qui pourrait nous permettre un très bon point d'entrée. Écoutez, je vais juste vous montrer XLG, donc pour montrer voilà cette histoire de capitaux qui se concentrent sur les entreprises qui assurent du rendement. XLG, donc c'est l'ETF des 50 plus grosses entreprises du S&P. On peut voir que voilà, c'est vraiment, on avait eu quand même une corrélation entre S&P et XLG quand on avait le paradigme de on ne sait pas si les taux vont être augmentés ou non. Mais là, pour le coup, voilà, on a une grosse décorrélation entre les deux qui commence à se faire. Décorrélation que l'on n'a pas connue depuis du coup décembre 2021. Donc au plus haut de la hausse de 2021, on avait du coup des marchés qui étaient beaucoup plus investis au niveau des 50 plus grosses entreprises qu'au niveau du S&P. Donc ça montre bien que lorsqu'on a des hausses, c'est les plus gros qui en profitent et lorsqu'on a des baisses, ce sont les plus faibles qui mangent le plus. Donc voilà, si on se corrèle au niveau des baisses, on voit que là, on commence à avoir un spread de plus en plus important entre les 50 plus grosses entreprises du S&P et le reste du S&P. Mais bon, le S&P en jaune que vous avez là compte quand même les 50 entreprises. Donc il faudrait que je refasse ce modèle en enlevant du coup les 50 plus grosses entreprises. Et là, on pourrait vraiment voir un spread qui serait, à mon avis, au niveau de peut-être 30 ou 40 points sur le XLG. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Attention à la volatilité en fin de semaine. Et bien sûr, on attend la fin de cette histoire de plafond de la dette. Bonne semaine à vous.